Mesdames et messieurs, est-il bien nécessaire de présenter longuement Jean-Stéphane devant un public principalement belge? Non. Alors brièvement, Jean-Stéphane est né en 1949, près de 10 ans, et puis il s'est formé comme ingénieur agronome à l'université de Gembloux, et à l'âge de 25 ans, il rejoint déjà SmithKline qui deviendra GSK Biological. En 1980, il suit une formation de management à l'UCL. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il pourrait donner des cours de management à bien du monde. En 1984, il devient directeur de la recherche, du développement et de la production des vaccins. En 86, sous sa houlette, débarque le premier vaccin obtenu par génie génétique contre l'hépatite B. C'était une considérable innovation. En 1991, il n'a que 42 ans. Il devient Vice President et General Manager de GSK Biologicals. Alors, comme vous le savez probablement, non seulement il a été incroyablement actif dans ce monde industriel, il a transformé SmithKline qui, si je ne m'abuse, avait à peu près 50 personnes quand il est rentré, à peu près. Et au travers de différentes fusions, c'est devenu le leader mondial des vaccins. GSK Biologicals avec, je pense, à peu près 12 000 personnes dans la division vaccins. Entre 7 et 8 000 en Wallonie. Rendez-vous compte, chaque année, il y a plus d'1 milliard de doses de vaccins qui sont vendues chaque année. Plus de 3 millions près de 3 millions par jour, dans plus de 170 pays par cette firme. Alors, en plus de tout cela, Jean-Stéphane s'est beaucoup investi en dehors du monde de l'entreprise, de son entreprise, plus exactement, parce que totalement allergique à cette formule de la Belgique ou du pays à deux vitesses, il s'est beaucoup défendu pour la Belgique et pour la Wallonie, pour son avenir économique et industriel. En 1996, il est devenu manager de l'année. Vous savez probablement qu'entre 1997 et 2000, il était président de l'Union wallonne des entreprises. Il a eu un rôle moteur à ce poste. Et en 2000, suite à l'ensemble de ses succès, il a été élu au titre de baron par Sa Majesté le roi Albert II. Cela n'a naturellement pas arrêté du tout. Il a participé ensuite à l'élaboration du plan Marshall en Wallonie. En 2006, il a pris la présidence de BioE, qui, vous le savez probablement, est le pôle de compétitivité des sciences du vivant. En 2011, il est devenu commandeur du mérite wallon. Et je m'arrête ici parce que je pourrais y passer littéralement toute l'après-midi. Alors, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Jean-Stéphane. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et c'était pour moi un grand plaisir de pouvoir l'introduire. Et c'est un plus grand plaisir encore de lui céder maintenant la parole. Donc, grand merci. Donc, pour clarifier peut-être les choses, au 30 septembre, j'ai quitté officiellement GSK. Donc, j'avais quitté la position vaccin. Et puis, je suis resté consultant pour le CEO de GSK pendant 2 ans maintenant. Je suis libre. Et donc, j'ai fait toute ma carrière dans les vaccins. Et la seule chose que je vous dirais, c'est qu'il faut parfois aller à contre-courant. Et donc, les vaccins, si vous retournez dans les années 70, n'étaient pas bien appréciés. Et toute l'industrie pharmaceutique désinvestissait. Et nous avons eu le courage de faire l'inverse, d'investir dans les vaccins. Et pour 2 raisons. La première, c'est parce que les technologies étaient là pour faire des vaccins modernes et plus faire des vaccins comme on avait fait il y a 100 ans ou 200 ans. Et puis 2, parce que la mondialisation prenait place. Et je suis quelqu'un qui est industriel, entrepreneur, mais je pense que dans la vie, on ne réussit que si on contribue au service de l'humanité. Et quand vous travaillez dans le domaine des vaccins, vous savez que vous sauvez des vies. Et puis, ma stratégie était qu'il y a 10 millions d'enfants qui naissent en Europe, aux États-Unis,
Il y en a 120 millions qui naissent dans le reste du monde et l'industrie doit servir les 130 millions d'enfants du monde. Et je dirais que c'est ça qui a fait les clés du succès de GSK aussi. Mais quand on parle vaccin, on parle de matière biologique. Donc, tandis que l'industrie pharmaceutique était une industrie, je dirais, de synthèse, de molécules chimiques. Et ce que je voudrais, par cette slide, rendre pendant mes 40 ans chez GSK, je n'y serais pas arrivé sans le travail de mes prédécesseurs. Et il faut savoir que RIT a produit de la pénicilline. RIT a été le premier à produire du vaccin polio en Europe. Tout cela, c'était des acquis et des technologies, je dirais, clés dans l'industrie. Et il y avait un savoir-faire biologique, si vous voulez, qui n'est pas un savoir-faire chimique, qui existait dans la firme, parce que lorsque vous travaillez avec des organismes vivants, ce n'est pas de la science exacte. Le deuxième point, relation industrie-université, RIT était une spin-off du Reagan Institute de l'Université de Louvain. Donc, quand on parle de l'industrie-université, je dirais, ça a été déjà fait par nos prédécesseurs et ils savaient déjà aussi faire des relations industrie-université. Et puis, il faut savoir que la Belgique est quand même le pays où il y a le plus grand nombre de travailleurs dans l'industrie pharmaceutique et où on fait le plus grand nombre d'études cliniques. C'est quelque chose qui n'est pas connu, mais c'est une vérité. Et je pense que le monde académique qui est présent aussi aujourd'hui a contribué aussi à ce succès. Et donc, merci à mes prédécesseurs, merci au monde académique. Alors, les 30 dernières années, si vous voulez, quels sont les succès? Le vaccin polio pour l'éradication. Un de mes premiers jobs a été d'améliorer la production du vaccin et de produire des milliards de doses, et pas produire 30 millions de doses. Les vaccins rougeole, rubéole, oreillon, le vaccin heptavalent, les vaccins hépatite, la pneumonie, l'otite, le rotavirus, le vaccin HPV. Et donc, ce fut pour moi tous des grands succès. Et des succès où notre priorité était de fournir le monde et puis de réussir en Europe, de réussir aux États-Unis, mais c'était toujours avec l'objectif de fournir le monde. Alors, ce que vous devez savoir dans l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui disparaissent et que beaucoup de produits arrivent hors brevet. Or, le domaine des vaccins, je dirais, un générique vaccin n'existe pas, parce que vous manipulez des matières biologiques et la qualité dépend de votre procédé de fabrication. Et lorsque nous avons fait des vaccins combinés, si vous voulez, les vaccins combinés, c'était une manière de se protéger aussi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut faire un vaccin hexavalent, par exemple pédiatrique, mais il devra construire 6 usines, il devra valider en études cliniques, l'investissement et l'apport d'entrée est énorme, et je dirais c'est ça qui fait la force des vaccins, et c'est pour ça que GSK a accepté d'investir et de devenir le leader mondial, et bientôt donc de fusionner avec la division vaccin de Novartis, qui sera effective début de l'année prochaine, que j'ai essayé pendant 20 ans de faire, je n'y suis pas arrivé. Vous voyez, ils ont attendu mon départ pour le faire. Alors, le challenge de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, les dépenses de recherche et développement ont explosé et on produit de moins en moins de nouvelles molécules. Et il n'y a aucun, je dirais, financier, aucun industriel qui peut soutenir cela. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place une recherche qui n'est pas très efficace. Et dans les vaccins, je sais que quand on comparait ce que GSK Biologicals faisait et ce que GSK faisait dans le pharma, notre recherche était 3 fois plus productive. Et donc, je croyais beaucoup au modèle industrie-université, parce que les connaissances existent dans l'université, et il faut faire vraiment des partenariats. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit un win-win, tant pour l'industrie que tant pour l'université, et nous avons été les premiers à faire cela. Maintenant, GSK le fait, toute l'industrie pharmaceutique commence à aller vers ce modèle,
Et Michel Goldman, qui est ici, bien, il a travaillé en Europe, il sait tout ce mouvement qui est en cours, et ça va changer très fort dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, on va, je dirais, assurer notre recherche par les connaissances qui existent dans le monde académique, dans la bibliothèque, et pas par les grands pharma. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré tous les progrès qui ont été faits par l'industrie pharmaceutique, il y a encore beaucoup de besoins médicaux qui ne sont pas rencontrés. Et vous voyez ici le nombre de médicaments, mais il y a encore beaucoup de maladies pour lesquelles il n'existe pas de médicaments. Et donc, le siècle à venir, je pense, verra le succès pas seulement des vaccins prophylactiques, de l'immunothérapie au sens large, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et on va aller de plus en plus vers le vivant. Et les vaccins sont, je dirais, un bon moyen d'apprendre à manipuler et à comprendre le vivant. Alors, les vaccins ont eu un impact majeur. Donc, l'éradication de smallpox, le programme EPI pour couvrir pour les maladies de base, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole dans les pays en voie de développement, bien, en 1980 on était à 20%, aujourd'hui on a 75% de couverture, et avec des interventions simples, et vous avez sauvé de nombreuses vies. La polio, bien, quand j'étais enfant j'ai connu la polio, et bien, on arrive à l'éradication. Est-ce qu'on va réussir l'éradication? J'ai des doutes. Et je l'ai toujours dit à l'OMS, pour deux raisons. Les dernières poches, ben, vous avez des pays qui sont en guerre. Est-ce que vous pouvez atteindre les enfants? Vous avez des sectes religieuses qui refusent la vaccination dans certains pays. Et donc, pour vraiment atteindre 100%, et donc personnellement, je pense que le seul moyen de l'atteindre sera, si vous voulez, de faire une combinaison d'utilisation du vaccin vivant et du vaccin tué. Ce qui a été fait en Europe, si vous retournez dans les années 80, parce que vous créez, avec le vaccin tué, bien, vous protégez l'individu, et avec le vaccin vivant, vous protégez herd immunity. Et je crois que c'est la combinaison des deux qui permettra l'éradication un jour, et on sait que pour la polio, seul l'homme est le réservoir. Vous voyez la réduction de rougeole, la pneumonie, et je reviendrai, et HIB, dont l'incidence était réduite en premier aux États-Unis, après en Europe, et maintenant qui commence à être utilisé dans les pays en voie de développement. Alors, des vaccins, il y en a beaucoup, et ces vaccins sont apparus les 30 dernières années, et sauvent de nombreuses vies. Et lorsque vous voulez qu'un pays se développe économiquement, la première chose qu'il doit faire, c'est mettre en place de l'eau potable et des campagnes de vaccination. Et il y a eu des bouquins écrits là-dessus, et je dirais que les vaccins restent aujourd'hui un des moyens les plus économiques, je dirais, d'un point de vue public et de développement d'un pays. Si vous voyez l'impact de la vaccination polio, bien, vous voyez ce qui s'est passé. Et je voudrais insister ici, donc GSK est le plus grand producteur de polio, vaccin qui a été développé par Albert Sabin, et ce vaccin est toujours utilisé et produit en milliards de doses. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement, si vous voulez, la science qui a permis ça. Derrière ceci, il y a par exemple Rotary qui, dans les années 70, 80, ont collecté 300-400 millions de dollars pour aider l'UNICEF à acheter le vaccin. Et je sais que je me battais avec l'UNICEF en disant, voilà, moi je veux bien produire, mais il faut un prix raisonnable, sinon nous ne pouvons pas continuer. Et mes actionnaires n'accepteront pas que je continue. Et des organisations comme le Rotary ont joué un rôle clé pour faire comprendre aux gens de public que l'industrie devait quand même aussi être viable. Et puis, bien sûr, Bill Gates est arrivé, et Bill Gates a aussi aidé dans ce succès. Il est clair qu'un vaccin, si vous voulez, coûte cher à produire, et il n'y a rien à faire, et les normes augmentent. Donc, comment on produisait il y a 30 ans, comment on produit aujourd'hui, croyez-moi, il n'y a aucune comparaison.
Et si je regarde dans 10 ans, il n'y aura plus de contact humain possible au cours de la production entre l'homme et la production de vaccins. Donc on arrivera, si vous voulez, à un isolement complet et le contact humain ne sera plus possible. Donc, je dirais que oui, c'est un succès, mais ce n'est pas uniquement Publicaine, c'est aussi parce qu'il y a eu des donateurs. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire cette slide. C'est une slide qui vient du gouvernement américain, produite il y a 2 ans, dans laquelle il m'avait demandé un peu de revoir ce qui s'est passé. Et vous voyez ici, bien, vous regardez les 30 dernières années, c'est vraiment des années qui ont été très productives. Il y a tellement de points rouges que vraiment, les 30 dernières années, et donc j'ai travaillé 40 ans, ce fut vraiment l'année des vaccins. Est-ce qu'on verra encore ces 40 points ou 50 points dans les 40 années à venir? La réponse est non. Donc, c'est-à-dire la vaccination prophylactique, et je reviendrai là-dessus, atteint, je dirais, un palier. Et donc, il faut espérer que ce sera la vaccination thérapeutique qui sera, je dirais, le prochain levier. Mais les progrès donc ont été énormes. Alors, GSK, si vous voulez, a réussi à produire un pipeline de vaccins complet. Hein. Je me rappelle qu'il y avait la polio, et puis après est venue l'hépatite B, puis est venu le retrait du rougeole, le rubéole oreillon, que nous avions développé avec les Japonais et qu'on a dû redévelopper. Et je dirais, dans cette aventure, il y a eu des hauts et des bas, et je peux vous dire que j'ai connu la vache folle qui m'a empêché de dormir pendant 4 ou 5 mois. J'ai connu des crises sur Infanrix Hexa, où on disait que Infanrix Hexa augmentait le nombre de morts subites. Vous avez eu la crise de l'hépatite B et la sclérose multiple en France, et vous avez eu le rotavirus, notre rotavirus qu'on avait lancé, qui était contaminé par un virus présent dans la viande, qui n'est pas pathogène, mais se font toutes des crises. Donc, et oui, GSK a très bien réussi, mais croyez-moi, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Alors, quand vous travaillez dans le domaine des vaccins, il y a 2 organisations clés. Il y a l'UNICEF et il y a l'Organisation mondiale de la santé, qui joue un rôle clé. Et personnellement, donc, j'ai toujours beaucoup travaillé avec eux, parce que c'est eux qui mettent en place les grands programmes de vaccination, ce n'est pas uniquement les gouvernements. Et il est clair que si vous regardez l'EPI, qui a été mis Invented Expanded Program on Immunization, le succès, si vous voulez, il vient du fait que Bill Gates est arrivé et a dit, voilà, moi je vais donner de l'argent si un pays va augmenter son taux de vaccination avec diphtérie, tétanos, coqueluche. Et c'était la révolution. Donc, et on a dit, voilà, ça c'est la mesure. Et vous voyez qu'on était en 1980 à 20% de couverture. On accusait l'industrie de ne pas fournir des vaccins, mais ils n'étaient pas utilisés. Et donc on est arrivé en 1990 à 75%, et maintenant vous avez des pays qui atteignent plus de 90%. Et il est clair qu'un vaccin, si vous n'avez pas de couverture, la maladie elle continue à se développer. Et le vaccin, si vous voulez, a un rôle pas seulement pour l'individu, c'est aussi un rôle de société. Et on sait très bien que si vous n'obtenez pas des taux de couverture de 80-90%, vous n'avez pas le public health impact parce que la maladie va quand même continuer à se transmettre. Et donc, c'est très important cela. Et donc, l'UNICEF, l'OMS et Bill Gates, et je reviendrai là-dessus, ont joué un grand rôle. Alors, il faut savoir que malgré que tous les progrès qui ont été faits, aujourd'hui, il y a 22 millions d'enfants qui n'ont pas encore accès au vaccin. Donc 22 millions sur 130 millions. Vous avez des vaccins, il n'y a pas de vaccin contre la malaria, vous avez des enfants qui meurent de la malaria, vous avez l'HIV, donc vous allez en parler durant votre symposium. Ça reste des défis majeurs qui, je dirais, affectent des continents et pour lesquels il y a encore beaucoup de travail. Et puis, il faut savoir qu'en Afrique, vous avez 25% de la disease burden, elle se trouve en Afrique, elle se trouve pas en Europe, elle se trouve en Afrique. Donc, sur le continent africain,
pour lequel il y aura dans quelques années 2 milliards d'habitants. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, c'est pour ça qu'a été créée la Gavi Alliance. Donc Gavi, ça veut dire Global Alliance for Vaccine and Immunization, dans lequel vous retrouvez Bill Gates, l'OMS, des pays donateurs et l'industrie, et puis des organisations civiles, comme MSF ou d'autres, et dans lequel on a dit on va travailler ensemble pour lancer le nouveau vaccin et s'assurer qu'un vaccin qui est lancé en Europe, il le soit dans les pays en voie de développement quelques années après et pas 20 ans, 30 ans après, parce que c'était la situation des années du XXe siècle. Et donc comment est-ce qu'on peut changer comme cela? Et donc ça veut dire que pour tous les pays qui ont des revenus de moins de 1500 $ par an, les 3/4 du coût du vaccin sont payés par les pays riches et 1/4 est payé par le pays pauvre. Mais ils doivent mettre en place des programmes de vaccination et c'est suivi et atteindre des taux de vaccination, sinon ils perdent, je dirais, leur accès au vaccin. Et si vous regardez aujourd'hui, bien, on peut dire que Gavi a été très successful et vous voyez, je dirais, les différentes maladies que l'on a, je dirais, couvertes et pour lesquelles on a sauvé pas mal de vies. Alors, quand Bill Gates est venu, il est clair qu'il a changé la manière de travailler au niveau supranational. Et certains se sont effrayés de dire mais Bill Gates devient plus puissant qu'un État. Oui, mais d'autre part, il a fait énormément. Et il faut savoir que toute sa fortune, excepté 1 milliard, donc, ira vers la vaccination et l'éducation. Donc c'est son souhait, sa femme travaille là-dessus, j'ai eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il a eu un impact énorme qui ne se serait pas passé d'un point de vue public sans avoir d'apport d'argent privé comme cela. Et il y a d'autres personnes très riches qui se sont jointes à son mouvement. Et vous voyez qu'à ce jour, il a déjà donné 14 milliards de dollars pour la vaccination. Il finance des programmes de recherche dans la tuberculose, dans le sida. Et donc, il va changer beaucoup de choses. Et je suis sûr que sans lui, on ne serait pas arrivé à ce qui a été fait. Alors, le défi des dernières années, donc il y a le vaccin pneumocoque, rotavirus, malaria, HPV, et puis il y en aura encore d'autres, qui doivent être introduits dans les années qui viennent et pour lesquels le travail a déjà commencé. Et donc, sur lequel, entre industriels, la Fondation Bill Gates, l'UNICEF, nous nous mettons, et Gavi, nous nous mettons d'accord sur des modèles où nous fournissons des grands volumes et nous fournissons à des prix raisonnables. Et le principe est simple, c'est-à-dire que les prix, nous voulons maintenir des prix élevés pour high income countries, middle income countries, mid-range price, et puis les prix les plus bas pour Gavi. Et c'est un modèle qui doit être accepté au niveau mondial. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, j'ai eu beaucoup de discussions au Brésil qui voulaient être dans la dernière classe, on leur a dit non, vous êtes middle income, donc vous devez respecter ça. Et donc, l'avantage que nous avons dans le domaine des vaccins, c'est que le parallèle import n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez une chaîne de froid très stricte, tandis qu'un médicament, il voyage n'importe comment. Et donc, nous avons dit à la Gates Foundation et à l'UNICEF, à l'OMS, nous ne voulons pas que l'on privatise la chaîne de distribution. La chaîne de distribution est contrôlée par l'UNICEF, elle doit rester contrôlée par l'UNICEF. C'est le seul moyen d'assurer, si vous voulez, ce modèle. Et je pense que ce modèle, aujourd'hui, commence à être appliqué pour les médicaments et va devenir la référence, si vous voulez, pour toute l'industrie. Et GSK, quand vous voyez ce qui s'est passé dans les médicaments du sida, c'était totalement inacceptable. Si vous retournez à l'Afrique du Sud et les brevets, bien, ce modèle s'est mis en place. Alors, pour prendre 2 exemples, je vais parler de la pneumonie et du rotavirus.
il faut savoir qu'un vaccin a un impact énorme. Hein. Vous voyez ce que peut faire le pneumocoque, le rotavirus. Et quand nous avons développé le rotavirus, on s'est dit, nous avons fait toutes les études cliniques en Amérique latine. Et nous avons obtenu le premier enregistrement au Mexique et pas en Europe. Et le deuxième au Brésil. Et donc, ma volonté était de développer ce vaccin, mais il y a un impact beaucoup plus loin dans les pays en voie de développement qu'en Europe, où on est hospitalisé et puis la vie est sauvée. Là-bas, vous mourrez du rotavirus. Donc, nous avons fait toutes les études cliniques en Amérique latine. Et le premier enregistrement est venu du Mexique. Et vous voyez l'impact que ça a eu lieu au niveau du Mexique, où réduisait la maladie. Ils ont été les premiers à introduire. Puis après, on a obtenu l'enregistrement en Belgique et nous avons fait une étude de vaccine effectiveness en Belgique. Et vous voyez aussi l'impact. Et puis, la démonstration en Europe, si vous voulez, était la réduction des hospitalisations des enfants. Et tous ceux qui travaillent dans un hôpital, ils savent toujours qu'il y avait un pic de RSV et un pic de rotavirus. Et donc, on a démontré, grâce à ce vaccin, que c'était là l'effet. Alors, le problème d'un point de vue public, c'est que oui, ils doivent investir dans la vaccination, et puis ils doivent sauver des dépenses dans les hôpitaux, ce qui n'est pas facile. Mais je dirais c'est ça le return on investment. Et ce vaccin a été une démonstration, si vous voulez, que d'un côté, oui, vous prenez la maladie, mais vous avez des effets d'un point de vue public également. Alors, Synflorix, qui est le vaccin streptopneumoniae de GSK, c'est une efficacité robuste. Vous voyez qu'il y a eu plein d'études faites dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, partout. Et donc l'objectif était de montrer que vous aviez un effet sur la pneumonie, mais aussi un effet sur l'otite. Et on est arrivé à démontrer cela dans des études immenses. Il faut savoir aussi que si je retourne au moment où j'ai commencé chez GSK, on a enregistré un vaccin hépatite B avec 2000 sujets. Rotavirus a été enregistré avec 70 000 sujets et Synflorix a été enregistré avec 100 000 enfants. Pour vous donner les ordres de grandeur d'investissement qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus avoir des risques au niveau safety, et principalement lorsqu'on adresse des enfants. Alors, bon, je viens de parler de notre vaccin, si je dis notre, même si je suis plus GSK, vous voyez, donc Synflorix est un excellent vaccin et qui fut dur à développer. Alors, ce qui s'est passé aussi durant ces 20 dernières années, si vous voulez, ben, il y a eu le genetic engineering, il y a les adjuvants, et il y a, je dirais, développer des vaccins combinés. Ce fut vraiment les défis technologiques qui ont été rencontrés. Et il reste encore pas mal de travail. Et lorsque vous regardez la vaccination, donc c'est pour ça que je la comparais à l'eau, drinking water, si vous voulez, il y a encore pas mal à faire, malgré qu'on a déjà fait beaucoup. Et comme je l'ai dit, la vaccination, c'est contribuer au développement économique d'un pays, c'est très clair. Alors, le gouvernement américain, si vous voulez, a dit, bon, voilà, pour le 21e siècle, voilà tous les vaccins sur lesquels on devrait encore travailler. Je ne pense pas que cette liste sera faite. Pourquoi? Parce que d'un point de vue pharmaco-économique, les gouvernements n'investiront pas là-dedans. Mais il est clair que si demain vous venez avec un vaccin RSV, respiratory syncytial virus, c'est la priorité. Et c'est probablement le dernier grand vaccin pédiatrique qui viendra. Et puis si vous prenez chez les personnes âgées, oui, il y a encore du travail pour la pneumonie. Est-ce que demain il y aura un vaccin, par exemple, le groupe B-strep? J'y crois pas.
Mais je dirais que ça c'est l'abus du gouvernement américain et bien sûr l'industrie là-dedans doit définir quelles sont ses priorités. Les maladies nosocomiales, est-ce que demain il y aura un vaccin et vous serez vacciné X semaines avant d'aller à l'hôpital? Tout ça, ce sont des questions qui devront se discuter dans les années à venir. Par contre, je pense que l'industrie continuera à investir dans le vaccin thérapeutique. Et je vais dire quelques mots après ce vaccin thérapeutique. Donc ça, c'est le portefeuille de GSK au niveau pédiatrique, d'autres vaccins. La maladie de dengue, vous avez parlé, Monsieur le Président, d'Ebola. Oui, Ebola, c'est un défi. GSK y travaille. Est-ce que c'est un vaccin pour lequel vous allez faire de l'argent? La réponse est non. Par contre, c'est un vaccin où vous, industrie, vous serez obligé de pourvoir et de donner vos technologies pour que ce vaccin soit disponible s'il est nécessaire. J'ai vécu la grippe pandémique. Ce fut une belle et une mauvaise histoire. Et croyez-moi, l'industrie, c'est pas l'industrie qui a inventé la maladie. C'est pas l'industrie qui a dit au gouvernement, s'il vous plaît, achetez des vaccins. Donc vous lisez ça dans la presse aujourd'hui. C'est pas vrai. Je pense qu'il y avait vraiment une awareness à travers le monde médical, à l'OMS, et c'est pas l'industrie qui a influencé ça. Si il est clair que si les morts qu'on voyait au Mexique s'étaient transmis et cette souche se serait transmise, les gens auraient réagi autrement. Et si vous voulez, dans ces campagnes de vaccination, nous étions, par exemple, dans une usine au Canada, 50% de la population était vaccinée au Canada, je ne sais pas moi, 10% en Angleterre, et peut-être 2-3% en France, pour vous donner les excès. Et je dirais, et là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? L'industrie, elle a fait ses essais cliniques, donc il ne faut pas bien dire que le vaccin a été utilisé sans études cliniques, c'est totalement faux. Le vaccin a été testé dans 10 000 personnes, y compris les enfants, avant d'être utilisé par les autorités publiques. La seule chose que je peux vous dire, quand nous avons arrêté de produire en décembre 2014, j'étais épuisé et la première nuit où je me suis reposé, j'ai dormi 14 heures d'affilée. Donc ce sont des défis. Mais aujourd'hui, je dirais, le défi de l'industrie du vaccin, vous avez ces lobbies anti-vaccins qui continuent et qui continueront et qui mettent en péril la vie d'enfants, qui pour moi est inacceptable. Et là, je dirais, c'est pas l'industrie qui peut réagir comme ça, c'est le monde académique et c'est pas l'industrie à le faire. La deuxième chose, si vous voulez, que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans la vaccination. D'un côté, c'est un excellent métier, c'est un des plus beaux métiers, mais il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Et vous pouvez faire les meilleures études, il y aura toujours un risque. Et c'est pour ça que les études de post-marketing surveillance, comme on les fait aujourd'hui, sont beaucoup plus poussées qu'il y a quelques années. Alors, est-ce qu'il y a encore du travail? Voilà des statistiques de l'OMS et les causes de mortalité des enfants avant 5 ans. Et bon, si on arrivait avec la malaria, vous voyez, la pneumonie est là, la méningite est là, pertussis est là, il y a 50% qui pourraient être couverts. Et donc, il y a encore du travail au niveau mondial. Je ne parle pas au niveau de l'Europe, ceci c'est pour les pays en voie de développement. Et donc, l'industrie et GSK adressent ces besoins et j'ai toujours lutté pour qu'on adresse aussi les besoins des pays en voie de développement. Vous allez avoir Joe Cohen qui va parler, qui est l'inventeur du vaccin que j'ai toujours supporté, et il vous en dira plus. Et ce fut une aventure merveilleuse. Donc on a travaillé avec l'armée américaine, on a travaillé avec Bill Gates. Et ce que je peux vous dire, oui, on a travaillé sur la malaria, mais on a aussi à travailler pour faire avancer la science de la vaccination. Et donc les découvertes qu'on faisait là nous aident dans d'autres secteurs et nous font progresser. Alors l'espoir de la vaccination, c'est d'aller au Non-Communicable Disease Vaccine. Et donc GSK a investi beaucoup là-dedans, notamment dans le cancer. Personnellement, j'y crois, donc l'allergie, le cancer, la nicotine, donc fumer, il y a encore l'Alzheimer,
Donc tout ça, il y a encore beaucoup de progrès, on ne connaît pas encore assez, et la science progresse. Et pour illustrer ça, je vous montre une slide qui montre le nombre d'études cliniques en cours dans le domaine du cancer. C'est énorme. Alors GSK a échoué, donc on a fait une phase 3 dans le poumon qui a échoué, on attend pour mélanoma. Et donc oui, on a dépensé beaucoup d'argent, on a échoué, mais est-ce que demain les vaccins contre le cancer existeront? Personnellement j'y crois et je connais d'autres firmes qui investissent. Et donc l'investissement va continuer parce qu'on comprendra mieux le système immunitaire et comment on peut stimuler la bonne réponse. Est-ce que demain, un vaccin thérapeutique va couvrir quelqu'un qui est en phase 4 de la maladie avec des métastases? La réponse est non. Donc un vaccin doit être utilisé plus tôt dans la maladie, mais il devrait éviter les récidives. Alors pour conclure, je dirais ceci. Durant mes 40 ans, j'ai lutté pour avoir des vaccins pour tous les enfants du monde. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de GSK. On était les premiers et les seuls à le faire. Et j'ai souligné le rôle de Bill Gates, sans quoi ce n'aurait pas été possible. Et j'ai souligné aussi le rôle du Rotary. Alors il reste 3 grands défis, le sida, la tuberculose, la malaria. En tuberculose, ce sont des milliards de gens qui sont infectés. Le sida, malgré, je dirais, un certain contrôle de la maladie, l'infection reste un grand risque. Et la malaria, d'un point de vue pharmaco-économique, ça peut avoir un impact majeur. Mais je dirais, au-delà de cela, ce que je voudrais dire, pour moi, quand je lis la presse, si vous voulez, c'est qu'une société qui ne connaît pas la maladie devient négligente. Et moi, j'ai connu la polio quand j'étais petit, et ma maman me disait, tu ne peux pas aller dans cette famille. Vous allez en Afrique, ce sentiment existe encore. Chez nous, ça n'existe pas. Le deuxième, dans la mondialisation, le voyage transmet la maladie. Et ça, j'espère que vous en êtes tous convaincus. Et une épidémie se transmettra beaucoup plus vite qu'il y a 100 ans. C'est la réalité. Et vous voyez sur Ebola ce qui se passe. Et c'est pas facile aujourd'hui de mettre des gens en quarantaine comme on faisait pour la tuberculose. Et troisièmement, si vous voulez, je pense que les lobbies anti-vaccins, si vous voulez, ne peuvent pas continuer à faire du tort à la science. Et je pense qu'on peut vivre naturellement, mais je dirais, d'un point de vue public, tout le monde a une responsabilité pour avoir des couvertures vaccinales raisonnables qui permettent, je dirais, de vivre en liberté dans ce monde. Et je dois dire que mes 40 ans chez GSK ont été des 40 ans fabuleux et auxquels je me suis beaucoup amusé. Merci.